Qui est vraiment Emmanuel Macron? Qu'est-ce qui le motive? Entrera-t-il dans l'histoire comme le président radicalement anormal, tout juste après François Hollande, qui s'est fait élire en se présentant comme le président normal? En tout cas, depuis son surgissement sur la scène politique, plusieurs livres ont eu à cœur de décrypter son fonctionnement politique et psychologique. Avant même son arrivée à l'Élysée, Marc Andevelde mettait en garde dès 2016 dans L'ambigu Monsieur Macron. Plus récemment, le sociologue Marc Joly publiait La pensée perverse au pouvoir. Et depuis quelques semaines, le journaliste Étienne Campion de Marianne a mis sur le marché cet ouvrage au titre explicite édité chez Robert Laffont, Le président toxique, enquête sur le véritable Emmanuel Macron. Oui, une enquête parce que, peut-être pour contrer les accusations en psychologisation, Étienne Campion a enquêté, retrouvant les amis d'enfance de l'actuel chef de l'État français, parlant avec des amis ou ex-amis politiques qui le décrivent désormais comme un taré, irresponsable, fou. Étienne Campion est avec moi sur le plateau du Média. Bonsoir Étienne. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, c'est au moment de la dissolution de l'Assemblée nationale que beaucoup se sont interrogés sur ce qui faisait vraiment courir Emmanuel Macron. Sa décision a eu pour conséquence de jeter sous le bus ses amis politiques et de hisser le Rassemblement national au niveau d'arbitre des élégances politiques françaises. Et vous racontez comment, informé de la détresse de nombreuses figures de son bord, notamment Gabriel Attal, qu'il présentait comme son petit frère, il se marre en disant « pauvre petit ». Comme si son désir secret était d'en finir avec le macronisme avant de partir. Comment l'expliquer? C'est une très bonne entrée en matière, la dissolution, et en fait, ce moment de révélation pour le grand public, mais pour aussi ses troupes. Il y a de ça un peu, effectivement. Il y a ce côté, en finir avec le macronisme que j'ai créé autour de moi, en finir avec mes troupes pour me retrouver seul en scène. En tout cas, c'est comme ça que ses proches me l'ont raconté. En fait, ce moment, pour lui, c'est, si vous voulez, un moment où on le découvre vraiment. En tout cas, moi, j'avais déjà commencé mon enquête avant. J'avais déjà ce titre-là, d'ailleurs. Et je vois que tout à coup, ce que j'essayais de vouloir raconter tout seul, un petit peu de façon solitaire, en disant, voilà, vous devez regarder aujourd'hui la vérité de son personnage, la vérité de son pouvoir, elle est dans sa personnalité, dans son passé, dans ces choses qui éclairaient autrefois, quand il était adolescent, quand il était banquier, quand il était étudiant, son comportement d'aujourd'hui. Et en fait, ce que j'essaie de dire dans le livre, c'est que plus il a avancé, plus il a cheminé, si vous voulez, au pouvoir, plus il a remplacé, plus en tout cas a été remplacé chez lui, ce qui faisait sa lumière, sa séduction, sa sympathie, sa bonhomie avant le pouvoir, puis à l'arrivée du pouvoir, par une forme de noirceur, de tyrannie, de volonté d'humilier gratuitement, de recadrer pour recadrer, si vous voulez, des choses qu'on trouve normalement chez des monarques, chez des chefs d'État. Dictateur, c'est un peu fort. On peut trouver ça chez des autocrates. Ou des autocrates. Et c'est là qu'on voit le contraste, si vous voulez, avec le Macron, les promesses du Macron du début, très dans l'horizontalisation, dans le renouvellement de la vie politique, dans le renouvellement des troupes, etc., la Startup Nation, la jeunesse, tout ça. Alors, toujours dans le prologue de votre livre, vous racontez une drôle de conversation avec Marine Le Pen et Jordan Bardella après les législatives. Donc, le RN n'a pas gagné, et on a même envie de dire le RN n'a pas gagné contrairement aux vœux de Macron, tellement ça semblait suinter une sorte d'envie de mettre le pied à l'étrier de Bardella à Matignon, peut-être pour se relégitimer face à un Premier ministre facho, on va dire. Alors, un grand numéro de séduction très troublant, alors que finalement, ce ne sera pas Jordan Bardella, ce ne sera pas Marine Le Pen à Matignon, comme si Macron voulait montrer, en tout cas faire croire à Marine Le Pen et à Jordan Bardella qu'il désirait d'une certaine manière faire la passe à leur camp, mais que ça n'a pas marché. Est-ce que j'interprète trop? Non, c'est la scène d'ouverture du livre. En fait, on est le 26 août 2024, donc à l'Élysée. Emmanuel Macron, si vous voulez,
rencontre, sonde dans la perspective de la nomination d'un Premier ministre. Et il convoque Marine Le Pen et Jordan Bardella, alors que, bon, ils avaient perdu les élections, il n'y avait aucune raison de les convoquer. D'abord, ils ont joué la montre, ils ont dit non, mais attendez, on est en vacances, bon. Mais Macron a insisté, il voulait absolument les voir et il leur a fait un de ces numéros qu'il adore faire dans cette espèce de séduction pour la séduction, dans cette espèce de volonté d'aller chercher la personne la plus difficile à retourner pour tenter de la retourner et pour aller voir ce qu'elle a dans le ventre pour la tester. Juste avant, il avait fait ce coup-là avec Lucie Castet, rappelez-vous, Lucie Castet soyait déjà au pouvoir. Et bon, Marine Le Pen en a vu d'autres avec Macron, elle n'est pas sortie en fanfaronnant, alors que pourtant, il leur a dit non mais c'est vous les vrais gagnants de l'élection, il faut qu'on discute, vous allez me donner votre avis sur, il était question à l'époque, rappelez-vous de grandes questions géopolitiques, de ce qui se passait à Mayotte, etc. Non. Et il tente de les envoûter, ça dure longtemps. Jordan Bardella se dit non mais il voit Marine Le Pen, il voit Macron, il se dit si je suis trop, vous me dites quoi. Il avait l'impression de quasiment de tenir la chandelle, quoi. Et ça c'est du pur Macron, c'est-à-dire que il y a les grands discours d'apparence sur la menace contre la République, le FN puis le RN au pouvoir. C'est sur ça qu'il a construit même sa présidence. Et il y a le Macron, ce que j'essaie de raconter, le Macron qui aime tester, qui aime jouer avec le RN, qui aime distiller des offres dans la presse en disant du bien de Le Pen, puis de Bardella, qui aime les convoquer. C'est pas la première fois qu'il les convoque d'ailleurs. Il avait déjà fait venir Marine Le Pen à l'Élysée en 2022. Et en fait, il en tire quoi concrètement? Pas grand-chose. Bon, mais ce passage-là... Il ouvre la fenêtre d'Overton politique d'une certaine manière. Un peu, mais ce qui s'était passé durant la dissolution de l'Assemblée nationale, c'était aussi ça. C'était aussi un peu, bon, là je suis à 15%, eux ils sont à 31%, vous les voulez vraiment? Eh ben je vais faire dérober le sol sous vos pieds, vous allez voir, vous allez vous retrouver face à eux, et à la fin, c'est moi qui vais rester, et vous allez avoir besoin de moi. Donc la dissolution, c'était un peu une rescénarisation de sa présidence, parce que Macron adore rescénariser sa présidence, et il est aussi un président acteur, mais aussi metteur en scène et commentateur de sa présidence. Pas au point, je dirais, de la détruire en démissionnant, mais c'est un autre sujet. Et donc, si je cite ce passage-là, c'est qu'il arrive à un moment donné où Macron, en fait, brise les repères moraux entre alliés, fidèles, opposants. Il y a la scène avec Gabriel Attal que vous avez citée où il informe Attal 1 heure avant la dissolution où ses troupes sont en lambeaux. Je la raconte aussi cette scène parce qu'elle est forte. Ils se mettent carrément à pleurer. Et il y a sa photographe qui filme. Ça aussi, scène qui pour moi est une des plus parlantes parce qu'en fait, sa photographe Soisic de la Moissonnière, juste après la dissolution, Emmanuel Macron convoque ses troupes et il dit à sa photographe de venir. Elle le suit partout. Elle a son compte Instagram sur lequel elle diffuse les photos. C'est lui qui choisit tout le temps les photos. Ça, faut bien le comprendre. C'est ce qui m'a été raconté. Elle a une palette de, je sais pas, 50 photos. Il dit on va prendre celle-là, on va prendre celle-là, on va prendre celle-là. Donc il choisit. Quelle photo de son pouvoir. Quelle photo il met en scène de son pouvoir. On raconte que, si vous voulez, cette photographe, c'est un peu ses selfies à lui. C'est un peu sa projection mentale. Il y avait la photo, il y en a eu plein des photos connues comme ça. Il y avait celle en Ukraine quand il se mettait en scène, non pas en Ukraine, mais à l'Élysée en parlant avec Macron. Il y a celle où il fait la boxe. Ce soir-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a cette photo qui ressemble à un tableau, on dirait un peu la scène. Ces ministres décomposés, il y en a qui sont comme ça, il y en a qui sont comme ça. Il y a Dupond-Moretti, Attal. Évidemment, ils sont bouleversés. Il était question de continuer au moins quelques mois avec ce gouvernement-là. Après tout, c'était une majorité relative, certes, mais c'était une majorité. Il y avait moyen d'avancer. Macron avait dit qu'il n'allait pas dissoudre l'Assemblée nationale s'il y avait une défaite, et il le fait. Attal, il se voyait Premier ministre encore des mois. Ils sont décomposés. Mais la décence, même pas la décence, la normalité aurait voulu
que déjà, ils ne demandent pas à sa photographe de les prendre en photo et qu'en plus, ils ne le mettent pas sur le compte Instagram. Là, ils les affichent au sens propre et figuré Ils les du terme. affichent et les troupes macronistes, moi, que j'ai eu... parce qu'en fait, le bouquin, je tiens à préciser, c'est un bouquin fait non pas avec les adversaires du président. Les adversaires, on sait ce qu'ils pensent. C'est pas hyper intéressant. Les adversaires de Macron, ils parlent toute la journée à la radio, à la télé. Moi, ma matière première, ce sont les anciennes troupes et les troupes actuelles. Ce qu'elles me disent sur le moment, c'est... On a été complètement déboussolés. C'était un choc après le choc. Il y a déjà le choc de la dissolution. Après, on m'a dit, à quoi il joue ? Bon, il y a eu plein d'autres indices autour de la dissolution que je raconte dans le bouquin. Il y a ce moment où 3 jours avant, il dit à Sarkozy, on va bien s'amuser là. Sarkozy n'a jamais réussi à cerner Macron. Il voit Macron, c'était cérémonie du 6 juin, parce que c'était juste avant la dissolution. Et il dit à Sarkozy, on va bien s'amuser. Il y a plein de petits indices comme ça qui montraient que ça couvait, quoi. Et quand Macron est pris à défaut, il y a cette tentation chez lui de tout faire péter. Il y avait ça aussi pendant les Gilets jaunes. C'est bon, ok, je suis pris dans la nasse là, je vais m'en sortir par la parole, je vais faire que parler, je vais faire le grand débat, etc. Et rappelez-vous, ces phrases, ces moments juste après la dissolution, notamment la conférence de presse complètement lunaire 2 jours après, où il dit, je vais faire 3 prises de parole par semaine, c'est ça ? Ses conseillers sont complètement dépassés, ils comprennent même plus. Une fois le plus, c'est le rêve de l'homme seul face devant le précipice, face à la catastrophe, et qui, d'une certaine manière, a créé des problèmes et veut les résoudre. C'est-à-dire, il a amené les Français au bord du pire et il veut se poser en sauveur. Et c'est en cela que c'est un comportement toxique. Oui, alors moi je dis, en fait, le mot, je vais m'expliquer sur ce mot, et c'est normal, tout le monde me pose la question, il comporte une part de provoque, il n'y a pas de souci là-dessus. On ne se met pas à écrire un livre, le président toxique, comme ça d'un coup, tiens, je vais prendre le mot, et ensuite je vais faire rentrer les faits dedans. En fait, j'ai travaillé pour mon journal Marianne sur le cas de Macron à partir du monde intellectuel. Moi, je couvre les idées à Marianne. Et je me suis posé la question du rapport entre les intellectuels, pouvoir, s'il en est en France, important, et le président. Et je me suis rendu compte que dans toutes ces relations-là, il y avait quelque chose d'étonnant. En fait, Macron avait toutes les bonnes raisons de bien cheminer avec eux, parce que c'est des gens, ceux que j'ai analysés, ils venaient du centre-gauche, c'est ce qu'on appelait la deuxième gauche, globalement libérale. Et tout ça. Il y a plein d'intellos qui ont rompu avec Macron très vite. Todd, Onfray, tout ça. Bon. Mais ceux-là... Quand je les questionnais, il y avait un rapport totalement bizarre. Ils avaient l'air complètement déçus sur le plan affectif. Ils y avaient beaucoup cru et ils avaient fini tous après avoir été séduits et conduits puis vampirisés. Je me dis, en fait, il y a quelque chose de bizarre, c'est très très humain. Pareil, après, je questionne les gens qu'on appelle en France les laïcs, donc le Printemps républicain, des gens comme Chevènement, des gens comme Zineb El-Razoui, tout ça. Ils étaient, mais... En fait, bon, ils avaient été séduits par Macron, ils l'avaient soutenu tout d'un coup, globalement, au moment de sa réélection en 2022, et ils se retrouvaient tous dans un espèce de psychodrame où ils se retrouvaient avec seulement quelques circonscriptions pour les législatives alors qu'ils en voulaient plus, etc. Et je me dis, il y a quelque chose de bizarre. En fait, le psychodrame vient du fait qu'on vous fait croire que vous êtes plus que ce que vous êtes au fond aux yeux de la personne à qui vous parlez. C'est un peu ça, mais en fait, j'ai découvert que chez Macron, c'était une méthode. C'est-à-dire que, contrairement à la personne méchante, qui est méchante de façon univoque. Elle est méchante au début, elle est méchante au milieu, elle est méchante à la fin. Macron, au cours de sa vie, plus il a avancé vers le pouvoir, plus il a mis de côté cette onctuosité et il a utilisé le bonheur, et le bonheur c'est un grand mot, mais les bienfaits qu'il instillait chez les gens pour ensuite séduire, envoûter, puis vampiriser. En fait, c'est ça la personne toxique. J'en conviens, c'est pas un mot hyper scientifique, c'est un mot qui est monté dans le langage courant sous ces années d'ailleurs, de façon assez ironique, mais qui désigne ce truc-là qui en fait parle à tout le monde. En parlant justement de toxique, j'ai fait mes recherches et je me suis rendu compte que Marine Le Pen avait dit qu'Emmanuel Macron avait une relation toxique ça, je l'ai avec découvert les Français. après. Ça, on me l'a dit après. Peut-être que, justement, étant donné qu'elle a eu des apartés avec lui, et elle s'est rendue compte de là où il voulait l'amener, peut-être qu'elle elle-même a été un peu tentée d'être séduite, si je peux dire. Elle-même, elle a vécu un peu... En fait...
à travers les relations bilatérales, les petites relations toxiques, j'essaie de parler de la grande relation toxique de Macron aussi avec les Français. Parce que on a vu des indices, on a tous vu des choses chez Macron dont on a pu se dire dès le début, c'est bizarre. Toutes les petites phrases, par exemple. Les petites phrases méprisantes qui, d'ailleurs, ont un peu disparu avec le temps parce qu'il a compris que c'était beaucoup trop gros. Pour du boulot, traverser la rue, j'en trouve. Elles sont plus dites devant les caméras, mais elles sont dites quand même parce qu'on se rappelle des Mamadou de l'hôpital et de. Bien sûr. Toutes ces phrases-là. C'est très récent. Toutes ces phrases-là, je dis regardez, vous les connaissez. En fait, je vais essayer de vous donner un mode d'emploi, moi, en creusant, en vous montrant que dans sa vie, il y en a eu plein d'autres des petites phrases. Mais dans sa vie, il y a 20 ans, j'en cite des petits mensonges d'ailleurs, plein de petits mensonges. De gens qui ont pris Macron la main dans le pot de confiture à des moments où il était évident qu'il mentait. Mais il a ce rapport complètement décomplexé à ces petits mensonges, à cette séduction, à cette façon d'aller travailler les affects des gens, de les mettre en difficulté, dans le désarroi, et tout d'un coup de les rallumer plus tard, 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans après. On va en parler, mais je voulais qu'on revienne un peu au début pour brosser la drôle de personnalité d'Emmanuel Macron qui est décrit par une de vos sources comme un don Juan asexué qui séduit tout le monde tout le temps sans lui-même s'impliquer émotionnellement. Vous retournez à son enfance et on a l'impression très rapidement d'avoir une relation très particulière construite par un lien extrêmement ambigu d'abord avec sa grand-mère Manette, puis avec sa femme Brigitte, sa femme, d'abord sa prof et la mère d'une de ses camarades de classe. Une sorte de trio véritablement toxique pour le coup, parce que quelque part, Manette, sa grand-mère, joue quasiment contre ses parents dans l'éducation et en fait finalement joue à éloigner l'enfant de ses parents et puis à le remettre quand les forces lui manquent à une femme qui aurait pu avoir l'âge d'être sa mère, sachant que Manette c'est la mère de sa mère. C'est très curieux, très compliqué. C'est très curieux. Alors pour comprendre au mieux, en plus c'est assez sensible. Le mieux est de lire. Mais je vais expliquer ces 2 relations assez passionnantes. En fait, je dis que les 2 personnes qui ont été un peu épargnées par Macron au cours de sa vie, ce sont Manette, sa grand-mère, puis Brigitte. Bon, Manette, elle meurt en 2013. Cette personne-là comprend effectivement, vous avez raison, les qualités de Macron, ce que ses parents ne comprennent pas forcément. Qu'est-ce qui se passe ? Très vite, le jeune Emmanuel n'a pas un goût exacerbé pour l'amitié. Quand vous êtes enfant, on l'a tous été, ce par quoi on se construit, c'est la création d'amitié. Appartenir. C'est le besoin d'appartenir à un groupe déjà d'amis. Et aussi un groupe familial. C'est des besoins assez normaux chez un enfant. Et c'est là où vous avez eu raison d'introduire l'interview sur le fait que Macron est fondamentalement anormal. C'est ce que je dis, après le président normal, on a le président fondamentalement anormal. Dès le début, je dis qu'il y a des patterns, des choses qu'on va retrouver plus tard qui sont un peu différentes, étonnantes. Ce rapport à l'amitié, ce rapport à la famille. Et c'est là qu'on arrive à Manette, c'est que très vite, elle, cette grand-mère qui est de tradition républicaine, qui est une ancienne instite, qui va lui apprendre les grands auteurs, voit le talent chez lui, voit le génie, et il noue une relation exclusive, quasi amoureuse. C'est Macron qui le dit dans Révolution, c'est pas moi. Puisqu'en fait, elle s'occupe quasiment pas de son frère et de sa sœur. Alors, voilà, c'est-à-dire qu'elle jette son désarroi sur lui, son dévolu, pardon, je suis fatigué. Elle jette son dévolu sur lui et elle l'aide à comprendre son talent, son goût pour la parole, son goût pour l'écriture aussi. Et elle va le couver, l'aider et même jouer un peu la relation avec son petit-fils contre les parents, parce que il passe ses journées chez elle et les parents, bon, surtout le père, se dit mais c'est un peu bizarre quand même. Qu'est-ce qu'il y a de si important pour qu'il soit autant chez elle et tout ça. Et quand Brigitte arrive dans l'histoire, donc il a 15-16 ans, d'abord elle est jalouse. Elle est très jalouse, la grand-mère, parce que il y avait son petit-fils, il était pour lui et rien d'autre. Mais elle va comprendre que cette relation si intense que son petit-fils a créée, elle va pouvoir l'alimenter. C'est-à-dire qu'elle fait venir Brigitte et Macron chez elle, alors que ses parents, les parents d'Emmanuel,
sont quand même assez, si vous voulez, inquiets. Ils ne comprennent pas trop cette relation avec une femme beaucoup plus âgée. Bon, et je dis qu'au global, on peut dire des choses assez pertinentes, voire sulfureuses même, parce que c'est ça aussi un portrait, c'est d'aller voir ces petites choses un peu compliquées, un peu bizarres, un peu étonnantes, qui sont dans la vie d'Emmanuel Macron, sans verser dans une forme de complotisme. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des... Vous savez, quand aujourd'hui les gens me posent des questions, parfois la première chose qu'ils me demandent, c'est alors Brigitte, ce que dit Candace Owens, etc. Moi, je dis, il y a des choses très particulières à dire sur la relation d'abord avec Manette, puis avec Brigitte, qui sont vraies. Et c'est ce qui devient un trio, en fait. C'est-à-dire, alors, quelque part, c'est-à-dire que, vu que Brigitte est rejetée par les parents d'Emmanuel Macron, et en fait, on comprend pourquoi, parce que c'est d'abord une relation qui naît entre un adolescent de 15 ans et un peu plus, et sa prof. Mais elle, alors, ce qui m'interpelle, c'est qu'elle est jalouse de la première petite copine normale, c'est-à-dire qui a le même âge d'Emmanuel Macron, et du coup, elle les conduit, son petit-fils, pendant deux mois, parce qu'il a une copine de son âge. Mais quand il a une copine qui aurait l'âge d'être sa mère, finalement, elle accepte. Elle finit par accepter parce qu'elle comprend qu'elle va devoir aussi jouer sa carte. Brigitte comprend très bien aussi qu'elle va devoir donner des gages en fait à cette grand-mère en allant chez elle, en passant du temps et tout ça. Bon. Et après, la relation entre Brigitte et Emmanuel se passe surtout à Paris. C'est-à-dire que puisque les parents d'Emmanuel sont inquiets, ils l'envoient à Paris pour l'éloigner de Brigitte. Pour faire sa terminale. Voilà, pour faire sa terminale à Henri IV. Mais Brigitte est assez honnête au fond avec les parents et leur dit qu'elle n'arrivera pas à vraiment faire une croix sur cette relation. Et après, toute l'épopée de la relation qu'ils vont construire avec Emmanuel se joue à Paris, se joue dans des petits cercles de pouvoir aussi, comme je le raconte, notamment dans son stage ENA à la préfecture de l'Oise. Se joue ensuite quand Emmanuel arrive dans les cercles de pouvoir à Rothschild, quand il va rentrer à la commission Attali, quand il va devoir comprendre et connaître François Hollande, Jean-Pierre Jouyet, etc. Que par exemple avec Jean-Pierre Jouyet, ils ont une relation de couple avec la femme de Jean-Pierre Jouyet qui s'appelle Brigitte aussi. Voilà. Donc en fait, Brigitte va lui apporter énormément de force, son éclaireuse, de confiance. Quelque part. J'essaie de dire qu'en fait, elle va être à la fois un peu sa communicante, qu'elle va être un peu son casque bleu quand il va avoir des relations un peu désaccordées avec des personnes, qu'elle va être un peu sa conseillère politique aussi, qu'elle va être un peu plein de choses à la fois, qu'elle va lui apporter de la force, parce qu'elle va être le passage dans ce que Manette lui a apporté, une forme d'autonomie affective, c'est-à-dire qu'en fait, il s'en fichait un peu des autres amis, il était obnubilé par le monde des adultes, et il avait juste Manette. Ensuite, Manette va mourir, elle meurt en 2013, mais globalement, il va projeter un peu ce qu'il vivait avec Manette, avec Brigitte, c'est-à-dire Brigitte et tout, il est vraiment amoureux, on ne peut pas nier ça à Emmanuel Macron, c'est-à-dire que c'est une vraie relation, c'est pas parce qu'il y trouve un intérêt qu'il n'y a pas un vrai amour. Et ça va être. C'est à la fois un pacte et un amour. C'est un pacte. Le mot pacte, c'est un mot que je reprends à l'écrivain Emmanuel Carrère, qui les a vus, qui a fait un très beau portrait d'eux dans le Guardian, que je cite. Et il dit voilà, quel mystère entoure cette relation, quel pacte. Un pacte, c'est pas forcément un complot. Oui, on peut être amoureux de quelqu'un, vivre son couple, mais il y a quelque chose de. C'est à la vie, à la mort. Il y a quelque chose de. On va avancer tous les deux, c'est-à-dire que Brigitte a aussi beaucoup souffert là, de ce point de vue quand à Amiens on a compris qu'elle trompait son mari. Je parle de André Ozière, qui est avec celui que j'appelle avec un ado, celui que j'appelle le proto-martyr, le premier des cocus du macronisme. Le chapitre 3 s'intitule Cocufier son bienfaiteur. La transgression au départ, Emmanuel Macron, l'adolescent invité chez sa professeure et son mari, André-Louis Ozière, 2 adultes donc, mais qui parvient à briser le couple au point où le rival adulte disparaît, tout simplement. C'est-à-dire, il ne se met pas en colère, il ne casse pas tout, il disparaît, et il disparaît dans la vie et dans la mort. Donc, vous en parlez un peu, page 43, parce qu'en fait... C'est aussi le choix de disparaître de André Ozière qui
qui nourrit les fantasmes. Donc, je vous cite, vous citez Maëlle Brun, qui a enquêté sur André Auzière. Elle explique: il a disparu de la circulation et beaucoup de gens ont perdu sa trace. C'est comme s'il s'était retiré du monde. Plus personne ne l'a revu dans le quartier. Et un gros mystère entoure son départ. Il est vrai que pour lui, l'omniprésence médiatique d'Emmanuel a un goût un peu plus amer que pour la moyenne des Français. Et vous continuez: André, de qui il ne reste pas de photos connues, est même mort dans l'anonymat en décembre 2019. Et la nouvelle ne fut annoncée que 10 mois plus tard, en octobre 2020, par sa fille Tiffaine Auzière dans Paris Match. Alors, effectivement, c'est une curiosité qui alimente les discours complotistes, et c'est une curiosité d'autant plus que même les enfants semblent pris dans une sorte d'effacement du père, c'est-à-dire Tiffaine Auzière, qui est juste un peu plus jeune que Macron, qui a une certaine surface médiatique, ne pleure même pas très fortement son père. Non, c'est une très bonne question. En fait, c'est Brigitte elle-même qui a assumé l'éloignement. En 2017, elle l'a dit, j'ai fait du mal à mes enfants, mais elle ne le dit pas exactement comme ça, mais elle le dit, ça en valait la peine. Bon, et ce André Auzière, en fait, ce que je raconte, c'est que c'était le mari de Brigitte. Emmanuel, le jeune Emmanuel, à 15 ans, il le voit, il le jauge. En fait, si vous voulez, Brigitte reçoit chez elle et chez son mari les enfants. Parce que elle est comme ça, c'est une prof assez moderne, assez ouverte. Et bon, Emmanuel est ami avec sa fille, donc Laurence, au lycée. Et donc il vient, d'abord d'ailleurs, quand les parents d'Emmanuel sont mis au courant d'une certaine Auzière, ils penseront à la fille, ils ne penseront pas à la mère. Et je dis qu'il y avait une force une force de persuasion, une force de séduction, une force humaine de conquête dans la façon qu'a eu Emmanuel de convaincre Brigitte. Il s'est retrouvé à la table. Et de combattre André. De combattre. De détruire. Oui et non. Il savait qu'il allait créer du désarroi, c'est certain, à son âge. Il s'est retrouvé à leur table, il les a jaugés. Il savait où il devait aller. Et petit à petit, dans cet atelier de théâtre, donc c'est en première, il se retrouve le vendredi en fait, il doit remixer, réécrire une pièce parce qu'il n'y a pas assez de rôle féminin dedans. Et il la propose d'abord, et Brigitte lui dit: mais attends, Emmanuel, t'es bien gentil, mais il n'y a pas du tout assez de rôle dans le féminin, alors que dans l'atelier théâtre, là, on a plein de filles. Et il dit: bah chiche, moi je vais la réécrire. Vous voyez, la force qu'il faut avoir à 15 ans pour aller conquérir cette femme. Il se retrouve tous les vendredis avec elle, chez elle, et c'est là qu'il finit par la séduire, en fait, de l'année de seconde, puis durant l'année de première. Il a 15 et 16 ans. Oh, on peut dire aussi, c'est là qu'elle réussit à le séduire, parce que c'est oui, alors c'est une manière de lire les choses. Alors, bon, elle dit quand même que c'est elle qui a été sous le charme, et voilà. Bon, ça, c'est un passage de vie. Je dis que pour comprendre... Il faut lire. Faut lire, voilà. J'invite le lecteur, vraiment, s'il veut comprendre tout ça, s'il veut comprendre le rôle qu'a eu Brigitte au départ, à lire. C'est assez technique. Il y a des moments... c'est assez romanesque. C'est assez romanesque. Moi, j'essaie de l'écrire un peu comme un roman aussi, de façon dynamique, de façon percutante, pour pas que le lecteur s'ennuie. Et je dis que ça fait partie, tout ça, c'est politique. C'est pas une presse... un peu people, et il n'y a pas la presse people et la presse politique. Quand on fait une biographie, on est obligé de traiter de tout ça, parce que c'est pour comprendre ce qui fait levier chez les gens, ce qui explique leur choix, ce qui les détermine, ce qui fait leur identité. Et chez Macron, c'est hyper important ce moment de départ et cette conquête exacerbée de tous les adultes, parce qu'il y a Brigitte, mais il y a plein d'autres adultes. Justement, est-ce que d'une certaine manière, l'omniprésence de vieux messieurs joue un rôle dans l'ascension d'Emmanuel Macron pour finalement se sentir trahi, sans pour la plupart se venger ou se plaindre publiquement? Est-ce que c'est pas une manière de rejouer sans cesse la première grande transgression? Parce que dans les morts dans le placard d'Emmanuel Macron, ils sont nombreux, morts entre guillemets, bien entendu. Il y a Henri Herman qui est mort vraiment, Jacques Attali, Jean-Pierre Jouyet, Gérard Collomb, voire François Hollande. On dirait qu'il a une science des vieux monsieur. En fait, c'est un peu un mystère, ce truc des vieux. Dans le livre, je dis qu'on n'a pas de loi, de règle finale,
formules mathématiques pour expliquer tout ça. Les sondeurs d'ailleurs, parce qu'il y a les vieux qui l'a séduit, mais il y a aussi les vieux chez les Français qui votent Macron. Il y a quelque chose d'étonnant. Le jeune président qu'aimaient les vieux. Comment expliquer les fameux boomers qui se retrouvent derrière Macron et qui mettent en lumière aussi ces vieux qu'il a rencontrés à travers sa vie? C'est difficile. Moi, en tout cas, en tant que journaliste, ce que je peux dire, c'est qu'il a eu un goût très jeune, très tôt, pour les gens plus âgés. Très vite, ces gens plus âgés, c'est devenu les gens vieux, mais pas vieux parce que vieux, mais vieux parce que c'était eux qui avaient les clés du pouvoir dans Paris. Je prends des exemples assez simples. Par exemple, il y a Henri Herman. Henri Herman, c'est un vieux milliardaire. C'est quelqu'un qui a fondé les supermarchés en France. Il le rencontre où? Il le rencontre dans son stage à la préfecture de l'Oise. Là, c'est pareil, on n'a vraiment que des gens âgés. Il y a le préfet, il y a les amis du préfet, il y a Jean-François Mancel aussi, dont je raconte l'histoire. Jean-François Mancel, il était juste à côté de la préfecture. Il faut voir qu'on est stagiaire à l'ENA, on vient à la préfecture, en fait, là, lui, c'était Beauvais. Et il y avait à côté la chambre de commerce. Et tout ce monde-là sont des amis, c'est un réseau, ils ont tous, mais la moyenne d'âge, Macron il a 23 ans, mais la moyenne d'âge, ça avait 60 ans. Jean-François Mancel, lui, il était au RPR, il avait quelques années avant, on est en 2003, il avait quelques années avant milité pour une alliance avec le FN. Donc on a des gens qui sont non seulement vieux, mais très très à droite. Et ça posait aucun problème à Macron à l'époque. Et dans ce petit réseau-là, c'est ce que j'appelle son noise connection. Comme il y avait la French connection à une époque, je dis que Macron, c'est ce réseau-là, je le raconte dans un chapitre, qui lui a permis ensuite de lui ouvrir plein de portes. Et donc Brigitte est là, elle l'aide, elle fait partie des agapes, etc. Et Henri Herman magouillait un peu grenouillait, pardon, pas le bon mot, grenouillait dans ce monde-là, et on lui dit, mais viens voir, il y a un jeune stagiaire qui est super brillant, et il vient, il est tout de suite envoûté. Et Macron est extrêmement bon déjà à l'époque, il est jeune, il a que 23 ans, mais il est très bon. Et ensuite, Herman ne le lâche plus. Herman, il a toujours voulu une présidence rocardienne, il a toujours voulu une expérience politique au centre qu'il aurait pu financer parce qu'il a beaucoup d'argent et qu'il s'ennuie. Et donc, il chemine, il devient même, quelques années plus tard, le témoin de mariage de Macron, et il finit dans une espèce de psychodrame un peu navrant pour lui, puisque en 2015, quand il est à fond les ballons, il dit dans Paris à tout le monde que Macron va être président, il finance en tout cas les jeunes avec Macron. Il est derrière, mais il est un peu vieux, donc sa parole est un peu trop libre, donc il commence à dire dans la presse qu'il commence à critiquer Macron, ça ne plaît pas aux troupes macronistes autour, et donc il se fait taper sur les doigts. Il se fait comme beaucoup de vieux monsieur ghostés. Vous savez, ce mot qu'on utilise maintenant pour dire que en fait, la personne ne vous répond plus. Macron, il a cette tendance-là. Je raconte sa diplomatie du texto aussi et la façon qu'il a de ne plus parler, de ne plus répondre aux gens. Il a ce truc avec des gens qui l'ont beaucoup aimé, beaucoup soutenu, de ne plus leur répondre. Et Armand finit dans la tristesse. Il demande aux gens chez lui de ne pas utiliser le téléphone parce qu'il est persuadé que Macron va finir par le rappeler. Et il meurt sans avoir vu Macron arriver au pouvoir. Donc tout ça, c'est des histoires. Il y en a plein d'autres. Il y a celle de Jouyet, il y a celle d'Hollande, il y a celle Jean-Pierre Jouyet, qui était le secrétaire général de l'Élysée sous Hollande. Exactement. Et qui l'a beaucoup aidé, Emmanuel Macron. Qui l'a beaucoup aidé, c'est vraiment Jouyet. Et qu'il a oublié dans une ambassade. C'est ça c'est à la fin de l'histoire. Jouyet, en fait, il est à l'inspection générale des finances en 2005. C'est le premier travail de Macron. C'est après ses études à l'ENA. Il sort bien classé. Bien classé, pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, en fait, les notes en stage ENA et ambassade, je raconte aussi le passage à l'ambassade du Nigeria de Macron où il a complètement envoûté l'ambassadeur. L'ambassadeur m'a même parlé en on. Et donc, vu qu'il a extrêmement bien... En fait, c'est un empilement de couches qui font qu'en fait, on passe de l'un à l'autre, un peu comme une pyramide. On amoncelle les séductions et à la fin, là, on monte. Et on sent ses compétences sociales qui l'aident à être bien noté. Il excelle dans ses compétences sociales dans ses stages. Il a 5 sur 5, à chaque fois les notes maximales. Donc, il sort à l'IGF, qui est ce qu'on appelle la botte de l'ENA. C'est l'IGF, Conseil d'État et Cour des comptes. C'est là où on fait des grandes carrières. L'IGF, là, il tombe sur une prise de choix qui est Jean-Pierre Jouyet, qui lui adore être séduit, flatté et même touché. Je le raconte ce truc-là.
Je raconte ce rapport très très tactile. En fait, Jouyet, il est comme Macron, il aime bien parler en touchant les gens, et tout de suite, il y a quelque chose d'hyper envoûtant avec Macron. Il le trouve même presque beau, hein, il le dit lui-même. Et Macron voit tout de suite qu'il va pouvoir se démarquer en venant. J'ouvre le chapitre sur Jouyet, sur le whisky. En fait, il avait très bien compris que Macron, pour séduire Jouyet, il allait devoir faire des heures sup dans son bureau, et il lui offrait des bouteilles de whisky. Il était là, il le flattait. En fait, ça lui a permis de rencontrer pas mal de monde, notamment François Hollande, parce que Jouyet, il était très ami avec Hollande, et il monte grâce à Jouyet au PS, il monte ensuite à la commission Attali, il arrive chez Rothschild, etc. Et c'est Jouyet, je le dis, sans Jouyet, sans cette prise qu'il a eue sur Jouyet, peut-être qu'on n'aurait jamais connu le macronisme. Pourquoi ? Parce que quand, en 2014, Macron s'en va de son poste, il était secrétaire général adjoint de l'Élysée. Bon, de 2012 à 2014. Là, Hollande, en fait, paradoxalement, avait repéré quelque chose chez Macron. Il ne veut pas le nommer ministre parce qu'il ne veut pas nommer de conseiller. Il s'en va. Macron se dit, c'est bon, puisqu'on ne veut pas de moi, je m'en vais, je quitte. Il avait même des projets dans l'éducation, il avait des projets de start-up, il voulait même partir aux États-Unis. Et là, il y a cet épisode où Montebourg a fait la cuvée du redressement. Montebourg, qui était à l'époque dans les frondeurs avec Benoît Hamon, parle pas très bien d'Hollande, parle pas très bien de Merkel. Hollande et Valls disent, OK, on va mettre à la porte Montebourg. Et là, c'est Jouyet qui fait des pieds et des mains à Hollande, pour faire revenir Macron. Il dit, mais François, c'est pas bien ce qu'on a fait à Emmanuel, il a quitté l'aventure, pourtant il était très bon, etc. Et Hollande se dit, il trouve pas un ministre de l'économie, et il se dit, je vais devoir finir par écouter Jouyet. Et là, Macron revient, mais c'est une scène que je raconte. Il revient et il joue en plus, il joue à avoir plus que ce qu'il pouvait avoir. Il demande, je veux l'économie avec ces portefeuilles-là, et ça y est, il comprend que on vient lui manger dans la main, c'était ce qu'il fallait surtout pas faire, et c'est grâce à Jouyet, mais grâce au Jouyet qu'il a séduit très tôt, dès 2005. Donc je dis que chez Macron, tout est à regarder en dézoomant. En dézoomant, plus on se focus sur des trucs, moins on comprend. Chez Macron, tout est lié. Il y a des petites séductions qu'il a eues dans le passé qui reviennent, qu'il utilise plus tard et tout ça. Et à la fin, 2016... évidemment, Macron a bien trahi Hollande, il a bien utilisé, là c'est pareil, je fais des pages et des pages là-dessus. Il a trahi Jouyet, trahi Hollande. Oui, Jouyet, il rêve quand même d'un poste qui, dans la tradition, dans la passation des présidents de la République, c'est le fameux poste d'ambassadeur au Royaume-Uni. Il était prévu pour Jouyet, et là, Jouyet ne reçoit aucun coup de téléphone. Il se plaint dans tout Paris, il se plaint à Minc, sa Minc me l'a raconté. Alain Minc. Il l'a pas mal raconté, sa Minc. Il dit, mais là j'ai des coups de fil de Jouyet, il va falloir quand même le traiter là, parce que Jouyet, Jouyet, c'est quelqu'un qui a eu des problèmes dans sa vie, des problèmes perso, il a été sujet à des dépressions. Je passe là-dessus, mais on sent que Jouyet va péter un plein vol. Macron n'a rien à faire. Il dit, mais je l'appellerai quand il faudra, et puis c'est tout. Et je dis, mais on se demande, mais qu'est-ce qu'a fait Jouyet à Macron pour qu'il le traite comme ça ? Trop de bien, peut-être. Qu'est-ce qu'a fait Jouyet à Macron pour qu'il le traite comme ça ? Il lui rappelle qu'il est redevable, et peut-être c'est ça qui est insupportable, même pas, alors qu'il est l'architecte de lui-même. En fait, la question à 1000 francs chez plein de gens que Macron a séduits, c'est pourquoi il leur fait ça, alors que ces gens n'ont rien fait à Macron. Souvent, c'est qu'il n'aime pas devoir effectivement aux gens, il n'aime pas être tributaire de ses marchepieds, il n'aime pas qu'on lui rappelle que sans nous, Macron, tu n'aurais pas été là. Et Jouyet finit dans une espèce de déprime à son ambassade. Il est lui aussi ghosté par Macron. Qui ne lit même pas ses textos, et c'est assez navrant, mais tout ce procédé, ce mode opératoire, parce que moi ce que je dis, c'est qu'il y a un mode opératoire, c'est celui-là. Et Jouyet, c'est un des premiers, parce que là on est en 2016. Macron, c'est encore le Macron séducteur, super sympa, qui parle à tout le monde, qui prend le numéro de tout le monde et tout. Mais ça, c'était un signe avant-coureur. En 2016, c'est après 2016, puisque c'est quand Macron devient président qu'il le ghost. Donc, ouais, mais dès 2016, il l'avait vous voyez, complètement progressivement et conduit et bazardé quand même. Ouais, dès lors qu'il est ministre, qu'il a été ministre de l'économie et qu'il se prépare à être... Alors, je voudrais qu'on regarde une petite pastille vidéo qui avait fuité pendant la campagne de 2017, au moment où les rumeurs de double vie d'Emmanuel Macron fleurissaient. Et après, je vais vous dire pourquoi je voulais qu'on la regarde. Je voudrais faire courir l'idée que je suis duplice
que j'ai des vies cachées ou autre chose. Non seulement c'est désagréable pour Brigitte, mais je vous rassure, comme elle partage toute de ma vie, du soir au matin, elle se demande simplement comment physiquement je dois faire. Heureusement, je ne l'ai jamais rémunéré pour cela. Je ne peux pas me dédoubler, sauf si mon hologramme de M. Souverain a été politique. Donc, si pour mettre les pieds dans le plat, si dans les dîners en ville, si dans les boucles de mail, on vous dit que j'ai une double vie avec Mathieu Gallet ou qui que ce soit d'autre, c'est mon hologramme qui soudain m'a échappé, mais ça ne peut pas être moi, je ne le connais pas. Alors, Étienne Monsoy n'est pas de revenir sur ces rumeurs de l'époque, mais sur un mot qui m'avait frappé à l'époque parce qu'il est un peu désuet, duplice. Duplice, ça veut dire double, qui joue double jeu, qui se masque. Est-ce qu'Emmanuel Macron, le président toxique, dites-vous, est également le président duplice dans ses relations? Le mot convient parfaitement. Et c'est lui, il se trahit d'une certaine manière en disant. Lui, il se trahit pas vraiment, en fait. Tout dépend du curseur. En niant, il introduit la notion. Tout dépend du curseur moral dans sa tête. Moi, ce que j'essaie de questionner aussi, c'est son libre arbitre. C'est, au fond, il a fait tout ça, mais est-ce qu'il en est vraiment conscient? Parce que, est-ce que le toxique sait qu'il est toxique, en fait? C'est un peu ça. Et tout dépend de son rapport aux affects et à la morale et ce qui anime normalement le commun des mortels. Ce que j'essaie d'expliquer, pour le comprendre, c'est que, bon, il a une phrase qui est très forte. Moi, j'ai trouvé passionnante cette phrase. Il a dit « Si j'étais sentimental, je me serais déjà suicidé ». Je trouve que dans cette phrase, il y a quelque chose d'hyper étonnant quant à la façon dont il fonctionne. Moi, le mot que je veux utiliser aussi, c'est le mot de désynchronisation, pour l'expliquer. Ça, il y a des gens qui font des métiers très durs, par exemple des militaires qui voient des choses très dures, ils sont un peu clivés, comme on dit. Ils sont volontairement clivés. Lui, sa personnalité le rend un peu désynchronisé avec les affects des autres, avec ce qui, en gros, les anime, les rend heureux, les rend parfois même touchés par son comportement. De fait, il n'a pas ce truc-là qui le touche, qui le heurte et qui va lui dire « Ok, là, c'est pas bien ce que je fais, il faut que je change ». Plus il a avancé, plus il a accru chez lui quelque chose qui existait dans sa personnalité, qui est de l'ordre de la déconnexion avec les affects des gens, mais en même temps, ça fait sa force. Ça fait sa force parce qu'en fait, il arrive à tenir, vous et moi, avec le quart de ce qu'il aurait vécu au moment des Gilets jaunes, par exemple, au moment ensuite de toutes ces affaires, l'affaire Benalla, l'affaire McKinsey, on n'aurait pas supporté. Parce qu'en fait, on est normalement constitué. Et je dis que cette anormalité, elle fait sa force parce que, elle lui permet d'être ainsi duplice, comme vous dites, ainsi, en fait, en fin de compte, toxique. Moi, c'est le mot qui, pour moi, résume parce que c'est ce qui l'a fait évoluer en fait en parallèle du pouvoir, mais c'est ce qui fait qu'il tient. Si j'étais sentimental, je me serais suicidé. C'est hyper fort. Il y a tout là-dedans. Moi, je suis pas sentimental. Je suis pas sentimental. Il a déjà dit ça. Il y a une phrase aussi que je cite qui est passionnante. C'est un député de la majorité que j'ai rencontré longtemps et qui m'a dit tiens, tu devrais regarder un truc. C'est des rencontres. C'est une émission qu'il a fait qui s'appelle Les Rencontres du Papotin. C'est des rencontres, en fait, c'est France Télé qui fait ce programme-là avec des adultes handicapés, notamment autistes. Et en fait, ils ont des questions très simples, des questions que vraiment très, très primaires, mais qui au fond sont pertinentes. Et il y en a un qui lui dit, un jeune monsieur qui lui dit « Est-ce que vous avez des amis ?» Et Macron répond « Si j'avais voulu avoir des amis, j'aurais pas fait ce métier. » Alors, évidemment, les chefs d'État ne sont pas des enfants de cœur, on le sait. Les relations politiques, oui, c'est jamais... Mais il y a quand même ce qui est particulier, c'est qu'il y a toujours chez les hommes politiques ces endroits de faiblesse. C'est-à-dire, il y a Mitterrand avec Bousquet, il y a, je sais pas, Mitterrand même avec son fils, Jean-Christophe, qui le traîne malgré ses papa magie. En fait, ce que je dis... Les présidents successifs sont pris à leurs affects.
Bien sûr. Mais au piège de leurs affects. C'est ça. Et lui, il a organisé méthodiquement son isolement pour ne pas avoir à dépendre des autres, hormis Brigitte, qui, comme je dis, en fait, crée chez lui l'indépendance affective, l'autonomie affective qui venait de Manette. Mais la grande spécificité de Macron, c'est d'avoir écarté ses premiers conseillers et d'avoir, contrairement à tous les présidents à travers l'histoire, même tous les chefs d'État, même les dictateurs, si vous voulez, peu importe, bénéficié d'un clan. Un clan, ça sert à beaucoup de choses en politique. Ça vous protège, ça vous permet de faire fusible, comme on dit, ça vous permet d'envoyer, de faire, vous voyez, d'avoir les blancs, les noirs, les gris, les rouges, d'avoir des tendances. Lui, les premiers de cordée autour de lui, ceux qu'on a appelés les Mormons, qui étaient des macronistes vraiment pur jus, qui avaient vraiment de Normandie. Il y a eu Sylvain Faure aussi, avec Sibeth Ndiaye. En fait, eux, ce qu'ils racontent aujourd'hui, c'est vraiment... on a pris les premières années de pouvoir en pleine face. Eux, ils avaient de l'idéalisme, en fait. Ils avaient vraiment un idéalisme macronien. On aime ou on n'aime pas, mais eux avaient ce truc de vouloir porter le macronisme originel sur les fonds baptismaux et de le faire perdurer. Et très vite, ils ont compris que c'était pas ça les règles du jeu. Et ceux qui les ont remplacés ont été les plus cyniques, ceux qui n'avaient pas le macronisme originel en bandoulière et qui ont compris qu'il allait falloir mettre de côté un peu d'idéal pour monter. C'est pour ça que je fais un long portrait des conseillers qui sont encore autour de Macron aujourd'hui. Il y en a 3, vous allez découvrir leur histoire. C'est aujourd'hui encore les fidèles et ceux qui ont un peu de pouvoir. C'est Bruno Roger Petit, Jonathan Guémas et Clément Léonarduzzi. Le plus symbolique de tout ça, c'est Bruno Roger Petit. C'est un conseiller qui, en fait, a réussi à séduire Macron par des éditos complaisants d'abord dans son magazine Challenge, qui a été recruté en tant que porte-parole de l'Élysée. Le poste a été créé alors qu'il n'existait plus. Il est arrivé là. Il a pris la foudre durant l'affaire Benalla puisqu'il s'est complètement pris les pieds dans le tapis. Et ensuite, il a réussi à parler à Macron en étant nommé à un poste de conseiller mémoire. Ce poste de conseiller mémoire, il va être important parce qu'il comprend quelque chose chez Macron. Il comprend qu'il va pouvoir parler à son hémisphère droit. Alors que lui venait d'ailleurs d'un logiciel plutôt social-démocrate. Mais il va parler à Brigitte, parce que d'ailleurs il est dans l'aile Madame, ce qu'on appelle l'aile Madame, il est avec Brigitte, et Brigitte est beaucoup plus de droite, conservatrice, la vieille France, qui n'aime pas trop les woke, qui n'aime pas les nouvelles tendances qu'il y avait pu avoir dans les premières troupes macronistes. Et Bruno Roger ne prêche pas forcément pour son conservatisme, mais bon, à chacun ses contradictions. Voilà. Et Bruno Roger Petit va comprendre ça, et lui, il est l'archétype du cynisme qui, en gros, comprend qu'il va devoir vendre des personnages dans la presse du Macron qui n'existe pas vraiment. Il va parler d'un président gaulo-mitterrandien. Conseiller toxique pour président toxique. Oui, c'est un peu ça, si vous voulez. Mais lui, il est adepte des coups. Il va monter, surtout après 2022. Il va s'opposer à Alexis Kohler, par exemple. Est-ce qu'il y a des tendances? Tout le monde ne pense pas pareil du tout, l'Élysée. Alors, quels sont les retours de l'Élysée et des médias mainstream, on va dire, sur votre livre? Parce que en 2025, alors que les libertés ne sont pas forcément ce qui s'élargit le plus, sortir un livre intitulé Le président toxique, ça peut fermer des portes? Ça peut. Alors, l'Élysée, moi, d'abord, j'ai proposé au président un entretien parce que c'est déontologique. On ne fait pas un livre sur quelqu'un sans lui proposer. Et j'aurais adoré, d'ailleurs, avoir cet entretien. On ne m'a pas répondu. On m'a ghosté, moi, à mon tour. Et bon, après, on peut comprendre qu'ils ne reçoivent pas un jeune journaliste qui serait arrivé. OK, j'ai rencontré 100 personnes. J'ai fait 450 pages sur toi, allez, qu'est-ce que tu dis de ci ou ça? Je le comprends, c'est un peu le jeu. Maintenant, je rêverais qu'il le lise, qu'autour de lui, on le lise, qu'on me fasse un retour. Et qu'il vous embringue dans son jeu de séduction, peut-être. En fait, ça, je me suis dit, j'avais l'espoir, je caressais l'espoir qui, en fait, vu qu'il adore retourner tout le monde par la force de son verbe, qu'il le fasse à moi et qu'en fait je puisse raconter ça. C'est pas encore arrivé. Et les médias mainstream, ça va Les médias mainstream,
il y a des gens il y a quand même des programmes qui sont intéressés. En fait, je pense pas que les médias mainstream soient macronistes. En fait, ils ont pu l'être au départ. Aujourd'hui, ce que j'essaye de dire aussi, c'est que Macron a même perdu les élites. Macron a même perdu les médias, Macron a même perdu les patrons. Il a même réussi ils attendent peut-être leur nouveau prophète. Ils attendent peut-être leur nouveau prophète, mais il y a même dans les médias mainstream, pas les médias mainstream, un besoin de comprendre ce président-là. Depuis la dissolution. Surtout depuis la dissolution. Et écoutez, ça trouve aussi son écho. Maintenant, les retours de l'Élysée, pour revenir à ce sujet-là, on m'a dit, parce qu'en fait j'ai quelques amis journalistes qui vont à l'Élysée. Ils disent pas forcément qu'ils me connaissent, mais ils vont à l'Élysée et après j'ai des retours et effectivement on fait semblant, en fait on feint l'indifférence sur le bouquin, on dit on l'a pas lu, ou alors si on l'a lu et puis on n'en pense pas forcément du bien, mais évidemment qu'ils ne sont pas très à l'aise. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est que le livre, il n'entend pas fermer le débat, il n'entend pas avoir une vérité générale, il entend même en discuter avec les premiers concernés à l'Élysée. En tout cas, le livre est là, le président toxique, et donc le débat va se faire. Enquête sur véritable Emmanuel Macron. Merci beaucoup, Étienne Campion, et merci à vous d'avoir regardé Toujours Debout. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire si vous nous regardez par YouTube, et via email si vous nous regardez à la télé. Continuez à nous soutenir, à soutenir votre média, un média qui vous garantit une information libre. Alors abonnez-vous à partir de 5 € par mois ou devenez sociétaire de notre coopérative. Rejoignez-nous dès maintenant sur soutenez.lemediatv.fr. Très bonne soirée sur Le Média.